Les repas avec les enfants, ça se transforme parfois en vrai champ de bataille, pas vrai? Si c'est le cas, sachez que c'est une situation très très commune. On va décortiquer ensemble aujourd'hui ces fameuses difficultés alimentaires, un sujet qui préoccupe beaucoup de parents. L'idée c'est de comprendre ce qui se joue et surtout de dédramatiser un peu tout ça. Et voilà, cette phrase, elle dit tout. Le repas, ça devrait être un moment de partage, un moment sympa en famille, mais ça peut vite, très vite, devenir une source de tension énorme quand un enfant refuse de manger. C'est ce stress-là qu'on va essayer de comprendre. Alors tout ça, ça commence souvent bien plus tôt qu'on ne le pense. On va remonter à la source, au tout début, le premier grand défi, celui de la diversification alimentaire et des premiers refus. Alors voilà, on y est, la situation ultra classique, le bébé qui fait la grimace et refuse la nouvelle purée. La toute première chose à savoir, c'est que c'est normal. C'est même une étape quasi obligatoire. La question, ce n'est pas de savoir si ça va arriver, mais plutôt de savoir comment on va y réagir. Et alors, comment on réagit? Eh bien, la réponse pourrait tenir en un seul chiffre. 8. Oui, 8. D'après les recommandations, il faudrait présenter un nouvel aliment au moins 8 fois avant de se dire que l'enfant n'en veut vraiment pas. Ça donne une idée de l'importance de la patience dans cette histoire. Donc, concrètement, comment ça se passe? On peut décomposer ça en quelques étapes simples. D'abord, on introduit un seul nouvel aliment à la fois. Faut pas submerger les petites papilles. Ensuite, on le présente tranquillement, sans jamais forcer. Si ça coince, si le refus est net, pas de panique, on fait une petite pause de quelques jours et on réessaye plus tard. C'est vraiment un marathon, pas un sprint. Pour mettre toutes les chances de son côté, il y a quelques principes à garder en tête. Déjà, la période idéale pour commencer, c'est entre 4 et 7 mois. C'est la fameuse fenêtre de diversification. C'est mieux de commencer par les légumes avant les fruits pour ne pas habituer le palais au goût sucré tout de suite. Une petite astuce qui peut aider, c'est de mélanger une cuillère ou deux de la nouveauté dans le biberon de lait juste pour l'habituer au goût. Et puis, il y a la règle d'or, la plus importante de toutes, on ne force jamais un enfant à manger. Jamais. Ok, ça c'est pour les débuts. Mais que se passe-t-il si, même avec toute la patience du monde, les refus continuent en grandissant? Là, on passe à une autre étape, celle de l'enfant qu'on appelle sélectif, celui qui peut développer de vraies aversions pour certains aliments. Ce tableau, il est super parlant. Il montre bien le contraste entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. D'un côté, ce qui aide, le mimétisme. Voir les autres enfants à la crèche ou à l'école manger, c'est un moteur hyper puissant. L'impliquer dans les courses, dans la cuisine, ça éveille sa curiosité. Et de l'autre côté, ce qu'il faut absolument éviter, forcer bien sûr, mais aussi montrer que son comportement nous met dans tous nos états. Le stress des parents, c'est communicatif, et ça ne fait qu'empirer les choses. Au final, le message clé ici, c'est vraiment de dédramatiser. Tant que l'enfant mange quand même quelques fruits, quelques légumes, même si la variété n'est pas immense, son équilibre nutritionnel n'est a priori pas en danger. Le plus grand enjeu, c'est de garder une ambiance calme et détendue à table. Vraiment, dédramatiser, c'est la meilleure approche. Maintenant, on va aborder un cas de figure différent. Parfois, le problème, ce n'est plus de refuser tel ou tel aliment, mais de refuser de manger. Point. Là, on entre dans une situation qui peut être plus inquiétante, la perte d'appétit généralisée. Et si la solution n'était pas dans l'assiette? Cette question, elle est essentielle. Elle nous invite à changer complètement de regard. Au lieu de se focaliser sur la nourriture, et si on s'interrogeait sur l'état émotionnel de l'enfant? Parce que bien souvent, une perte d'appétit, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, le symptôme d'un mal-être plus profond. Et ce mal-être, il peut venir de plein de choses. Ça peut être de la tristesse, de l'anxiété, un grand changement dans sa vie, comme un déménagement ou une séparation. Ça peut être lié à un deuil, à un traumatisme, ou même à une maladie qui n'a pas encore été détectée. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder l'enfant dans sa globalité, bien au-delà de son comportement à table. Donc, face à une baisse d'appétit qui dure, le premier réflexe, ça doit être une consultation médicale. C'est non négociable. Un médecin pourra vérifier qu'il n'y a pas un problème de santé derrière, regarder l'impact sur la courbe de croissance et de poids, et si besoin, orienter vers un soutien psychologique. Cette consultation médicale est d'autant plus importante qu'elle peut permettre de repérer les tout premiers signes d'un trouble alimentaire bien plus grave, l'anorexie. Et l'objectif ici, c'est d'apprendre à reconnaître ces signaux d'alerte, surtout quand l'enfant approche de l'adolescence. Et là, il faut tout de suite casser une idée reçue. L'anorexie mentale, ce n'est pas qu'une histoire de jeunes filles adolescentes. Ça touche aussi les garçons. Et quand ça se déclare plus jeune, avant l'adolescence, c'est souvent un signe de gravité qui demande une vigilance encore plus grande. Pour comprendre ce trouble, il y a un mot-clé, la dysmorphophobie. En gros, c'est quoi? C'est une perception totalement déformée de son propre corps. La personne se regarde dans le miroir et, peu importe son poids réel, elle se voit toujours trop grosse. C'est cette perception faussée qui est au cœur de l'anorexie. Ce n'est pas une question de goût, c'est une question d'image de soi.
Alors concrètement, quels sont les premiers signaux qui doivent alerter? D'abord, une restriction alimentaire qui devient de plus en plus stricte. On enlève les graisses, puis les féculents. Ensuite, une volonté très forte de perdre du poids, qui est liée à cette image déformée du corps. On peut aussi voir un surinvestissement dans les études et dans le sport, avec l'idée de brûler toujours plus de calories. Et parfois, il y a des crises de boulimie qui sont suivies de vomissements, souvent faits en cachette. Ce sont des signes à ne jamais prendre à la légère. Si rien n'est fait, les conséquences physiques deviennent malheureusement évidentes. La perte de poids peut être très rapide, spectaculaire même. Et chez les jeunes filles, un signe clinique majeur apparaît, l'aménorrhée, c'est-à-dire l'arrêt des règles. C'est le signal que le corps est en état de dénutrition sévère. Du coup, le message ici est très clair. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut chercher un soutien médical et psychologique dès l'apparition des tout premiers symptômes. L'intervention précoce, c'est ce qui change tout pour le pronostic. C'est un trouble qui demande un accompagnement par des professionnels sur plusieurs années et qui implique bien sûr les parents de très près. Finalement, après avoir parcouru tout ça, des petits refus aux troubles les plus sévères, la question de fond, c'est peut-être celle-ci. Plutôt que de se focaliser sur l'objectif de faire manger un enfant, comment on fait pour construire une relation saine et apaisée avec la nourriture? Une relation basée sur la confiance, l'écoute et le plaisir partagé. Et ça, c'est une réflexion qui va bien au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette.